Déjà qu'on ne comprenait pas le ciel, nous voici avec le logiciel, le virtuel, le présentiel, le distanciel, et quand on hésite, on dit hybride ou en ligne ou en streaming. Comment tirer sur la bonne ficelle? Comment profiter du bon timing? Bienvenue à cette présentation, une explication des modes d'expression et de communication. Des anecdotes surtout. Ça se passe en 1969, au début d'un cours de communication sociale de l'extension de l'enseignement de l'Université Laval. Dès le début du premier cours, j'arrive avec le professeur Louis O'Neill, il me présente, et puis après ça, il s'en va, et puis je commence le cours. C'était pas encore la mode des plans de cours, mais je fais spontanément le tour de la documentation puis des technologies dont on va parler. Avec le micro-lavalier dans le cou, là, et en continuant à parler, j'entre dans le petit cubicule où le professeur place son manteau, puis entrepose ses appareils, etc. Pendant ce temps, une personne sort de la classe, puis par en arrière, puis elle me cherche. Doyen Baudette passait par là, puis il dit « Qu'est-ce qui se passe? » Il rassure la personne. Elle pense que je ne suis pas là. Mais lui, il dit je l'entends parler, et donc il est là. Mais la personne a dit il n'est pas là. Alors, à son retour en classe, j'étais revenu visible devant le groupe. Voyez, l'anecdote nous livre une première information. Dans le corridor, je suis présent, on m'entend. Dans la classe, on ne me voit pas, je suis absent à moitié. C'est un doute, un rêve, un fantôme. Et la personne mêlée n'apprendra rien si la voie de la communication n'est pas claire pour elle. Voyons d'abord là, les axes de communication. Essentiellement, le message se promène de l'émetteur au récepteur et l'inverse s'appelle là, feedback. Un retour en arrière par un autre moyen. Par exemple, dans un concert, c'est les applaudissements. Dans une classe, c'est les réponses des élèves. Dans une messe, c'est « Amen » par la foule. Alors, si le professeur écrit au tableau, les élèves vont en profiter pour chahuter parce qu'ils ont coupé l'axe de communication. Encore une autre anecdote qui va dans le même sens. C'était dans la classe de méthode avec le professeur de latin, M. Pouliot, qui était aussi journaliste sportif pour le poste de radio CKCV à Québec, 1280. Son cours était programmé comme une émission de radio. Il présentait une règle de grammaire oralement. Par exemple, il disait « César pontem fecit ». On ne traduit pas par « César fit un pont », mais par « César fit faire un pont ». En français, il faut ajouter un semi-auxiliaire. Et avec une pointe d'humour, il disait « Faut pas dire non plus, là, César organisant un bridge. Vous voyez le genre? » Il se retournait au tableau et là, il disait si je reconnais une voix quand quelqu'un parle dans mon dos, j'enlève 10% sur sa prochaine version latine. » Alors, ceux qui avaient rien que 20%, ils ne perdaient pas grand-chose, mais ceux qui étaient bons, ils essayaient de se taire. Alors, je me taisais, puis je savais bien que le même bulletin de nouvelles sportives était répété tout l'avant-midi, 9h15, 10h15, 11h15. J'avais donc mes munitions. Un beau jour, il est quelque chose et 15. Il écrit au tableau, et là, j'ouvre ma radio à 6 transistors. Une nouveauté à l'époque. Et il entend sa propre voix. D'ailleurs, j'ai gardé la petite radio, la voici. Cette petite radio-là, c'est celle qui a servi à mêler le professeur Pouliot. L'axe de communication fut vraiment coupé. Congé de devoir, car la règle fut apprise par la magie de l'axe de la communication. Et vous avez vu la petite radio? Et c'est là qu'on entendait Rempart 3, puis les autres 2. Regardons la messe traditionnelle en latin. À un bout de l'église, là, en haut, on a le jubé avec un orgue. Puis à l'autre bout, on monte les marches du chœur, puis on a l'autel, puis le prêtre qui ne nous regarde pas, qui vise l'autel. Alors, l'axe de communication de la prière, là, ça va de l'orgue, ça pogne la chorale, ça
rentre dans l'Assemblée, ça va au célébrant qui espère que le même axe va finir par se rendre à Dieu. Bien, ça, c'est un axe plus pointillé. Toute l'Église est en mode émetteur et Dieu récepteur relève de la foi. Savez-vous qu'est-ce qui est arrivé au Concile Vatican II dans les années 60? On a changé ça, la langue. Pas de latin, on a mis ça en français ou en anglais, selon la langue des gens. Et puis, parce qu'on voulait que les gens comprennent. Puis on a tourné l'autel, puis le célébrant aussi. Puis dans bien des endroits, on a même mis l'autel sur roulette pour l'avancer là où il y avait juste quelques participants sur semaine. On raconte même là qu'une fois, il n'y avait rien qu'une personne pour assister à la messe. Alors le célébrant a poussé son autel jusqu'à l'arrière pour faire la messe en face à face avec la personne qui était là. Car tous les sacrements sont des sacrements de proximité, puis ça prend des axes très, très courts. Alors, on a des axes en va-et-vient entre les fidèles et le célébrant. La montée de tout cela vers Dieu, ben, c'est encore un axe en pointillé qui dépend de la foi. En bref, la communication suit un axe. Sinon, les enfants parlent dans le dos de l'enseignant, et dans l'Église, pour rejoindre Dieu, il s'agit d'un axe de foi. Il y a pourtant quelque chose de bien étrange dans la Bible. C'est le Seigneur qui se rapproche pour intensifier l'axe de communication. Gardez-en un extrait. Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda le buisson brûler sans se consumer. Moïse se dit alors, « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas? » Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse! » Moïse dit, « Me voici. » Dieu dit alors, « N'approche pas d'ici, retire tes sandales, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il déclara, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. » Bon, ça continue comme ça. C'est un procédé littéraire, bien sûr, mais on retient de ce texte deux éléments. D'abord, l'axe est respecté. Dieu s'est rapproché de Moïse, descendu du ciel, si on peut dire, pour que l'axe soit fort. Aussi, c'est un dialogue. Il y a un interchange. L'émetteur se fait récepteur et l'inverse se fait par la suite. Un lien se forme, un tissu d'échange se tisse en quelque sorte. Selon l'approche des axes de communication, on recherche un genre de proximité spatiale et temporelle. Et il faut tenir compte des capacités de chacun. Un aveugle, un sourd, un illettré, ben, ça n'a pas ben des chances pour communiquer. Dans un exercice assez facile, regardons quelques situations. Le tête-à-tête, la conversation sur un même banc, à une même table, donne l'axe le plus fort. Dans une salle de classe avec un enseignant et un groupe, l'axe est aussi très solide. Le groupe peut être plus grand comme une salle de spectacle, c'est fort aussi. Dans ce dernier cas, l'amplification de la voix de l'orateur a renforcé l'axe parce que ça augmente la proximité spatiale. Ça ne se mesure pas en mètres dans ce cas-là. Ajoutons des intermédiaires. Un appel téléphonique, là, entre des personnes qui se connaissent. On est dans la même temporalité, la distance a une importance variable. Ce qui est surprenant, c'est qu'un appel à longue distance modifie un peu la force de l'axe. On s'aperçoit que la personne vient de loin, même si le signal est bon. Et c'est encore plus faible si on est dans des zones horaires différentes. Quand je reçois des téléphones de ma cousine d'Angleterre, ben elle est toujours à bonne heure, puis moi, ben, c'est toujours à mauvaise heure. Les appareils en FaceTime, en Skype, là, ça améliore un peu
la force de l'axe, mais ça n'a pas beaucoup d'incidence sur l'échange comme tel. On arrive à un autre intermédiaire très connu, le livre. Dans ce cas, l'auteur et les procédés d'édition fixent le texte, le message. Le lien de communication entre l'auteur et son texte sont très forts. Mais on dirait que c'est congelé, si on peut dire. Dans le livre, la distance et le temps qui passe ont peu d'influence. Le message reste le même, congelé, jusqu'à ce qu'un lecteur le lise. Un lecteur, là, ça décongèle un texte, ça le réécrit à sa manière, comme le dit Roland Barthes. Cette deuxième partie de l'axe de message figé dans le texte a une valeur variable selon les dispositions du lecteur ou de l'apprenant. Plus la réactualisation est forte, plus l'axe prend aussi de la vigueur. Tu fais là une sélection. Plus un livre est vieux dans son écriture, plus il a de chances de vivre encore longtemps. Tandis qu'un livre pondu rapidement va se consommer rapidement pour presque disparaître, sauf dans les archives nationales. On appelle ça des feuilles de chou, en analogie avec le fait que les feuilles de chou, ça se fane pas mal vite. Pensez aux biographies des artistes, par exemple. Oh, ça donne un coup, ils en vendent beaucoup, puis après ça, ça finit là. Alors, le message a beau être congelé, ces messages-là, là, des petits livres en feuilles de chou, ça a une date de péremption. J'assimilerais aux livres les documents pédagogiques, les manuels. De l'émetteur ou de l'auteur au message, l'axe est très fort. Mais le problème vient surtout de la motivation et de la volonté de l'apprenant. J'irais même un peu plus loin. Les cours préparés pour être suivis à distance ont des axes qui ressemblent à ceux des livres. Tout est bien préparé et comme pour un livre, l'apprenant y va à son rythme, avec les moyens imprimés et numériques nécessaires. Si les professeurs et les apprenants font leur bout de chemin, l'axe reste très bon. Évidemment, il faut ajouter des exercices de laboratoire pour que la formation soit complète. Bien sûr, ça ne comprend pas l'ambiance puis l'émotion quand on est tous ensemble, c'est bien certain. Mais ça reste une possibilité d'atteindre une bonne communication. Encore une anecdote vécue à proposer. Un jour, je reçois un courriel d'une directrice d'école de Terre-Neuve qui demande des informations sur le programme de doctorat en technologie éducative. Elle avait déjà une maîtrise de l'Université Laval, de sorte qu'elle savait où est-ce qu'on se trouvait. Alors, elle s'inscrit au doctorat et commence ses cours à distance avec des échanges de courriels presque quotidiens. En fait, elle réussit très bien et souvent mieux que les étudiants qui viennent me voir une fois de temps en temps. Puis vint le temps de sa recherche. Les projets sont des documents écrits, alors pas de problème. Les séminaires, là, les rencontres de présentation du travail, ça se fait par vidéoconférence. On faisait ça déjà autour de l'an 2000. Puis les échanges, là, on faisait ça par téléphone-conférence. De sorte que j'ai rencontré cette personne-là seulement la veille de sa soutenance de doctorat, alors qu'elle est arrivée à Québec. On s'entend qu'on est au niveau du doctorat, puis qu'avec une étudiante motivée qui a déjà un poste universitaire en vue, c'est pas mal plus facile. Mais c'est possible d'augmenter la valeur de l'axe de communication. Dans ce cas, les échanges étaient si nombreux que la distance diminuait, si on peut dire. Si à cela on ajoute tous les étudiants d'université comme ceux de la TÉLUQ à Québec et à Montréal, le résultat est surprenant. Une question demeure. Est-ce que ça, c'est transférable d'un cycle d'études à l'autre? Je le crois, mais des conditions de motivation puis d'initiative personnelle peuvent créer l'interférence, c'est bien sûr. Bien souvent, l'environnement, l'ambiance, les confrères demeurent quelque chose qui nous manque. Dans ces cas-là, il vaut mieux commencer par un cours ou deux avec des modalités alternatives qui viennent compléter un cursus qui est suivi dans l'institution. Les êtres humains, ils sont incarnés. Puis en éducation comme en matière religieuse, l'isolement, loin des axes forts, ça peut tout gâcher. On vient de voir les questions relatives aux axes de communication. Il faut maintenant tenir compte, en deuxième lieu, des technologies intermédiaires. La première technologie est tellement importante et omniprésente qu'on l'oublie. C'est l'apprentissage de la lecture et de l'écriture.
Oui, c'est de la technologie, puis on met plusieurs années à bien la maîtriser. Posons-nous une question. Si on trouve normal de passer plusieurs années à apprendre à lire et à écrire, ça ne serait pas acceptable de bien apprendre des technologies supplémentaires de communication avant de s'en servir et en éducation, en pastoral? C'est ça, c'est notre préoccupation. Or, contrairement à une technologie, à un seul intervenant, comme faire de la cuisine ou faire de la construction, les technologies de la communication exigent une compétence et une habitude d'usage partagée entre l'émetteur d'une part et le récepteur, disons les étudiants, les élèves d'autre part, ou bien les fidèles si on est dans une église. Répétons ça autrement car c'est le nœud du problème. Qu'un gilet soit tricoté à la main avec des broches et de la laine, ou qu'il a été tricoté avec des moulins à tisser tout automatisés, on portera le gilet de la même manière. C'est moins vrai avec les technologies numériques. Un message bien présenté peut être mal reçu, ou l'inverse aussi. Si le récepteur a des capacités limitées de compréhension d'un texte, si sa technologie maîtrisée se limite au téléphone ou au fax pour les médecins, l'échange ne sera pas vraiment complété. On reste limité dans notre action et notre possibilité de communication. J'ai beau connaître une langue, si l'interlocuteur ne la comprend pas, bien, il y a impasse. Et la pire situation, c'est la communication simulée. Les ignorants, c'est le problème. L'ignorant fait là comme s'il savait lire, comme s'il savait écouter et se comporter. Mais ça passe mal. C'est comme on disait autrefois, ça y rentre dans une oreille puis ça y sort par l'autre. On peut comprendre la frustration des émetteurs fins connaisseurs de toutes les technologies. Voyons une anecdote où on n'a pas tenu compte de l'incompétence, mais où on a misé sur les technologies sans l'apprivoiser d'abord. On est en 1968, ça c'est le début des cégeps. On est après Expo 67 à Montréal. Puis les technologies comme la télévision à circuit fermé, comme on disait à l'époque, ben ça a fait son apparition. Et au Québec, première promotion du cégep, fin des écoles normales, fin des cours classiques, tout ça faisait en sorte que l'université, on s'est ramassé avec bien plus d'inscriptions que d'habitude. Alors, on a eu une idée de géniale, mais une idée défectueuse. Un professeur enseignait dans une classe à une moitié du groupe, plus une caméra. Et dans la classe voisine, on retrouvait le restant du groupe, plus des moniteurs TV qui diffusaient en temps réel ce qui se passait dans l'autre classe à côté. Un échec lamentable. Le professeur sortait de l'écran, il claquait avec son microphone, puis les étudiants étaient mal préparés, ils suivaient plus ou moins. Et le seul résultat positif de tout ça, là, ben, ça a mis en évidence ce qu'il ne fallait pas faire. La conclusion s'énonce ainsi. Il y a une grande différence entre un cours préparé pour la TV puis un cours diffusé à la TV. On va dire ça autrement. Placer une caméra devant un événement pédagogique ou pastoral, ça ne donne pas grand-chose. On va louer l'initiative au tout début, mais on va aussi vite s'en débarrasser. Bref, il faut se préparer à réaliser quelque chose d'original, n'importe quoi, mais quelque chose qui n'est pas pareil. Par exemple, dans une classe, un cours comprend la durée temporelle en 2 cloches. Et il faut meubler cela, quitte à adopter un tempo assez lent. Par contre, dans un cours à distance, c'est le contenu à faire saisir qui est important. Et ça ressemble davantage au devoir à réaliser à la maison qu'à une séance à usagers multiples qui attendent la cloche virtuelle qui arrive on ne sait pas quand. Pour tout vous dire, là, j'aime pas trop ça, les termes présentiels et distanciels. On a inventé ça avec la pandémie, mais je préférerais 2 déroulements différents si on doit passer d'un mode de présence en classe à un autre d'enseignement à distance. On pourrait innover par les modules à proposer. Par exemple, partager entre les enseignements d'une même matière. Imaginez si 4 enseignants préparent chacun un module.
pour une même matière. Chaque classe pourrait recevoir un contenu de qualité, puis le prof en fournirait seulement qu'un quart. Quelle belle approche, surtout si on travaille bien en équipe. D'autant plus que les modules préparés, là, ça peut servir d'une fois à l'autre, ça ne sent pas le réchauffer. Si présentiel et distanciel font moderne, que penser d'hybride? Je répéterai la même chose. Ne plantez pas simplement une caméra devant un événement ordinairement proposé sur les lieux. Une petite présentation originale spécifiquement conçue, ça va être bien plus apprécié. Savez-vous ce qui me désole le plus, ça? Ce sont les funérailles en ligne, proposées avec une caméra fixe là, dans le fond de la chapelle de la résidence funéraire. Ça résume tout du présentiel pour quelques membres de la famille, du distanciel pour les gens éloignés et de l'hybride. Heureusement, le défunt, c'est celui qui s'en sort le mieux parce qu'il ne s'en aperçoit pas. Ah, j'ai oublié, il reste le streaming. Ça, c'est quand les spectateurs et les animateurs sont ensemble temporellement. Bon, si c'est bien préparé, ça peut être acceptable de temps à autre et ça ne demande pas trop de compétences particulières d'un bord ou de l'autre. On dirait un webinaire. Un webinaire, là, c'est un séminaire fait en temps réel. Pour sauver un webinaire et lui donner de l'élan, rien de mieux qu'une partie bien montée au préalable. Alors, on présente ça, puis ensuite, on fait une discussion. Là, c'est la partie séminaire comme telle. On a maintenant tellement de possibilités. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'en sert mal?